On va pouvoir recommencer. Du coup, on va laisser place maintenant à une table ronde. On va discuter RSE. Et pour ça, donc, je vous demande d'applaudir Clara, Caroline, Anthony et Lucille pour cette table ronde où on va discuter RSE pendant un petit moment. Bonjour à toutes et à tous. Lucille de Roquefeuille, Head of Account Management chez VisiBrain. Bienvenue à cette table ronde dédiée à un sujet au cœur des préoccupations actuelles, la place des réseaux sociaux en matière de communication RSE. Dans un contexte où les entreprises sont de plus en plus scrutées sur leurs engagements sociétaux et environnementaux, les réseaux sociaux jouent un rôle clé pour interagir, écouter et communiquer. Ils permettent non seulement de partager des initiatives responsables, mais aussi de capter en temps réel les attentes, critiques et opportunités grâce au social listening. Pour en discuter aujourd'hui, nous avons 3 intervenants passionnés des réseaux sociaux et de stratégie RSE. Je me permets de vous présenter donc Anthony Boucharel, Intelligence Director chez We Are Social, qui met à profit son savoir-faire en analyse des médias sociaux pour décrypter les comportements des consommateurs et repérer les opportunités de communication. Caroline Thibord, partner chez Hopscotch PR, qui accompagne ses clients sur les enjeux de communication RSE. Elle a travaillé et a développé une réelle expertise en travaillant sur de nombreuses marques sur leur stratégie RSE. Et Clara Malien, Head of e-Reputation and Social Media chez LVMH. Elle joue un rôle clé dans la gestion de l'image de marque, stratégie digitale du groupe et son implication dans la démarche RSE. Leurs expertises montrent que les outils digitaux et les stratégies de communication peuvent soutenir les engagements RSE des entreprises en renforçant leur transparence et interaction avec le public. Comment pourriez-vous définir les stratégies de communication RSE et quelles sont leurs implications chez vous, chez vos clients ? Je sens que personne n'a envie de se précipiter sur son micro, c'est toujours compliqué, donc je vais me lancer. C'est toujours difficile de définir. Je pense que chacun a une définition un peu personnelle, particulière sur le sujet, mais je pense que c'est la vitrine, la communication RSE, c'est la vitrine des engagements d'une marque, d'un groupe, d'une entreprise, que ce soit en termes environnemental, social, sociétal, en termes de diversité et d'inclusion, et je pense que c'est un sujet qu'on évoquera plus en détail. Mais vraiment, c'est la manière dont l'entreprise arrive à rendre compte d'engagements qui sont réels, on l'espère. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment une communication de preuve, ce qui la rend extrêmement complexe à raconter et à expliquer. C'est une communication aussi qui est extrêmement exposée, comme tu le disais, Lucille. Et donc, pour tout ça, ça la rend vraiment, vraiment délicate à appréhender et à surveiller. Et c'est aussi une communication qu'on va souvent réduire peut-être à des temps forts comme la publication de rapports d'engagement ou de rapports RSE, de CSRD. Et pourtant, c'est une communication, notamment grâce aux réseaux sociaux, qui peut vivre toute l'année. Ouais, alors l'avantage ou l'inconvénient quand on passe le dernier, c'est que beaucoup de choses ont déjà été dites. Non, mais je rejoindrai Caroline sur le fait que c'est une communication qui est avant tout basée sur les preuves. On veut mettre en avant les valeurs de l'entreprise, on veut mettre en avant les actions qu'elle a et qui sont censées avoir un impact sur la société, sur son environnement, sur son écosystème. Les preuves, elles sont souvent des fois difficiles et complexes à mettre en avant. Il y a plein d'initiatives dans les entreprises. Elles-mêmes se réduisent des fois souvent à aller sur des temps forts en particulier, et on en parlera certainement, mais c'est pas toujours la meilleure ouverture qu'on peut avoir quand on veut mettre en avant une communication RSE. Donc je pense que c'est vraiment comment on accompagne les entreprises et les organisations à mettre en place une communication qui va valoriser toutes ces initiatives sans tomber sur quelque chose qui peut passer pour du greenwashing, du pinkwashing ou n'importe quel autre mot en washing en fonction de la thématique qu'on va aborder. Merci beaucoup. Et peut-être Anthony, si tu veux continuer, comment est-ce que tu pourrais définir qu'une communication RSE est réussie ? Est-ce qu'il y a des critères de réussite ? Comment ça s'organise ? Je pense que, en fait, quand on va parler réseaux sociaux, le premier truc qu'on va se dire quand on fait une communication et quand on veut aller regarder sa réussite, et pas réussite, il y a aussi performance social media. C'est de se dire c'est quoi l'appréhension de l'audience sur les canaux sur lesquels je vais diffuser ma communication, c'est-à-dire combien d'impressions, combien de reach, combien d'engagement, etc. Je pense que si une organisation aujourd'hui, mais c'est peut-être un point de vue très personnel, mais je pense que si une organisation aujourd'hui se cantonne à ne regarder que ces indicateurs-là quand on fait une communication RSE, je pense qu'on est dans le faux, parce que la communication RSE, elle nous amène aussi à devoir, je pense, revoir, la temporalité de mesure sur vraiment l'impact que l'on a sur sa réussite et les critères que l'on va prendre en compte pour cette fameuse réussite.
Je pense que se dire le post il a fait 150 likes, c'est génial quand on en fait 300 d'habitude, ou 80, qu'importe. Je pense que si on regarde que ça, finalement, il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui ne parleraient pas de RSE parce que c'est pas des thématiques qui vont avoir une voix qui porte dans leur ligne édito, parce que les sujets sont complexes, on l'a déjà dit, parce que honnêtement, c'est pas sexy. Quand on suit une marque, on a envie de la voir parler de ce qu'elle est, pas forcément de ce qu'elle fait en initiative, ce qui est peut-être dommage, mais il y a aussi cette réalité-là. Donc je pense que ça nécessite de regarder plein d'indicateurs de réussite qui sont souvent sur le temps long, de regarder comment la marque peut être considérée, comment on associe peut-être la marque dans des conversations aussi spontanées sur des thématiques en particulier. Quand on parle de diversité et d'inclusion, par exemple, est-ce que la marque, au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, par les initiatives qu'elle peut porter, est plus spontanément associée ou pas? De regarder aussi l'impact que ça a sur l'attractivité de la marque, d'un point de vue marque employeur en tant que tel. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui recherchent un job et qui se disent il faut que l'entreprise mette en avant ces choses-là, c'est important pour moi. Je crois que c'est Danone quand ils ont annoncé, alors après on peut considérer ça, mais quand ils ont annoncé l'entreprise à mission en 2020, sur le ranking des marques les plus attractives en 2021, ils avaient pris plus 8 places et ils étaient arrivés premiers. Donc je pense qu'il y a quand même ce truc-là, la réussite elle est plurielle, et je pense que si on la regarde que par le prisme, pour conclure, parce que c'est un peu long, de l'engagement, du reach et des impressions, je pense qu'on se trompe un peu et qu'il faut regarder plus loin que ça. Non, mais je rejoins Anthony. Effectivement, on ne peut pas se cantonner à regarder des KPI comme on le fait de manière assez classique sur les réseaux sociaux quand il s'agit de communication RSE, parce que sinon on s'expose, je pense, à être déçu. En fait, on est sur des communautés qui attendent des entreprises qu'elles prennent position, qu'elles s'engagent, qu'elles montrent de réels engagements. Et pour autant, ce qu'on observe, c'est que ces postes-là sont parmi les moins vus, les moins likés, les moins commentés. Donc c'est forcément décevant quand on sait aussi l'implication des équipes qu'il y a derrière ce type de communication qui demande énormément de travail, énormément de recherche. Ça peut être frustrant, mais en fait c'est des communications qui s'inscrivent dans le temps long, et en fait c'est aussi juste de la communication, mais derrière il y a de vrais engagements, il y a de vrais projets. Il y a des équipes qui travaillent quotidiennement sur ces sujets-là sans avoir forcément en tête l'aspect communication. Donc on ne peut pas se dire en fait, comme ça ne performe pas sur les réseaux sociaux, on ne va pas en parler. C'est absolument impossible quand on est une marque, et là je parle en tant qu'LVMH, d'autant plus quand on est un groupe comme LVMH aussi riche, avec un écosystème de maisons aussi divers et qui eux-mêmes ont leur propre communication RSE. On se doit de mettre en avant tous ces engagements qui correspondent en fait à des engagements réels et authentiques, où derrière il y a de vraies actions qui sont menées. Ce serait dommage et impensable de passer à côté. Je pense qu'un point important aussi pour juger qu'une communication RSE est réussie, c'est que la communication RSE, certes, il y a les réseaux sociaux, mais c'est une communication 360. Il y a aussi la partie RP qui va s'intégrer dedans. Il y a aussi tout ce qui va se passer du côté de l'employé leader advocacy qui va rentrer et qui est très importante, je pense, en termes de communication RSE, et on aura l'occasion d'en rediscuter. Donc il ne faut pas voir la performance d'une com RSE comme juste un post sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus global et qui rentre dans un écosystème beaucoup, beaucoup plus large. Je vous rejoins tous les deux. Je vais essayer de faire un peu la synthèse de tout ça. Je suis assez d'accord sur le côté court-termiste qui ne fonctionne pas pour la mesure RSE, et ce qui est parfois incompatible avec les enjeux réseaux sociaux. On va beaucoup regarder les KPI sur le mois. Je pense quand même un indicateur court terme, outre la performance des posts, ça va être peut-être la réception des publications, voir si elles sont bien comprises, voir si, s'il y a des critiques qui émergent, qui peuvent être aussi un point d'amélioration pour les futures prises de parole. Mais effectivement, c'est vraiment un sujet qui a besoin de qui se base sur la progressivité, et notamment, parce que c'est vrai que tu disais, on suit une marque, et c'est vrai que les sujets RSE... Ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est pas tout le temps vrai, parce qu'il y a des marques qui sont nées dans les 15 dernières années et qui ont intégré la RSE, et c'était même la base peut-être de leur fondation. C'était un insight qu'ont pu avoir des fondateurs en se disant moi j'ai envie de changer mon industrie, ça va être des Veja par exemple, pour ne citer que. Où là, la communication RSE c'est un attendu, ça fait presque l'ADN de la marque, mais c'est beaucoup plus dur comme exercice pour des grands groupes qui ont des dizaines, voire pas des centaines, mais en tout cas plusieurs dizaines d'années, qui sont depuis un demi-siècle, et qui ont dû rajouter
rajouter la RSE, bon gré, mal gré, à leur stratégie, et qui doivent maintenant en parler et réussir à convaincre des communautés qui sont beaucoup plus axées sur les performances économiques, sur les produits. Et donc il y a vraiment cette notion de progressivité. Et tout à fait, on ne parle pas juste sur les réseaux sociaux, donc observer aussi le nombre de candidatures peut-être en hausse, le type de candidat qu'on va récupérer, les mentions RP, les appels entrants, les invitations aux tables rondes. Donc tout ça, les réseaux sociaux peuvent aider évidemment à rendre visible, et cette fameuse vitrine dont on parlait, à mettre en scène la communication RSE, valoriser le travail des équipes pour qu'ensuite ça puisse irriguer et positionner l'entreprise et ses dirigeants comme leaders d'opinion. Oui, donc comme vous dites tous les trois, c'est plutôt des mesures sur des temps longs, année après année, et puisque c'est 360, c'est les réseaux sociaux en effet pour, on va dire, l'immédiat, mais en fait ça impacte tous les différents aspects de la société, quoi. Enfin de l'entreprise en tout cas. Peut-être aussi, Caroline, est-ce que tous les sujets sont bons à traiter en communication RSE? Est-ce qu'il y en a certains qui se démarquent plus que d'autres? Est-ce que c'est peut-être aussi en fonction du secteur d'activité? Oui, je pense que c'est un peu, ce serait difficile d'avoir une grande réponse là-dessus. Enfin, si quelqu'un a la réponse, qui nous fasse signe. Effectivement, je pense que la communication RSE, il y a beaucoup d'enjeux. Nous, notre métier, c'est évidemment de guider nos clients et d'identifier peut-être les enjeux qui sont les plus communicables, c'est-à-dire pas ceux qui sont acceptables ou non, c'est plus ceux qu'on peut facilement décrypter, mettre en scène, expliquer, parce que c'est aussi un gros défi quand on veut parler sur les réseaux sociaux. On s'adresse à des communautés plus ou moins expertes, et en fonction du canal qu'on va utiliser, forcément on va devoir adapter le discours. Et en termes de sujet, ça va évidemment dépendre du secteur, ça va dépendre aussi de l'avancement du client, parce que peut-être que le climat ou la DEI, c'est ce qui est attendu des parties prenantes, mais on réalise qu'il n'y a pas grand-chose à montrer, donc parfois il vaut mieux se taire plutôt que de montrer quelque chose qui est moitié fini et sur lequel on va se faire attaquer. Et donc c'est aussi notre rôle d'être un peu le gardien et parfois l'arbitre, en disant ça en fait non, va peut-être mieux falloir le garder pour l'année prochaine, quoi. Ouais, pour ajouter un point, je pense que je ne sais pas s'il y a une compétition entre les sujets à mettre en avant. Après, bien sûr, il faut avoir quelque chose à dire plutôt que de jumper sur le sujet et finalement présenter une coquille vide. Mais il y a des sujets qui sont vraiment aussi adaptés en fonction des audiences que l'on va avoir et qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, nous, on a la problématique à l'agence avec Air France, où ils ont un gros enjeu de décarbonation. On parle d'une compagnie aérienne quand même, donc de toute façon, elle a ce capital-là qui fait que n'importe quoi qu'elle puisse dire, preuve ou pas preuve, elle sera toujours attaquée. Néanmoins, on s'est rendu compte que les enjeux, ils passent par l'enjeu de décarbonation chez eux, il passe par deux angles. Il y a l'angle des carburants d'aviation durable et il y a l'angle du renouvellement de la flotte. Et finalement, quand on parle de carburants d'aviation durable, c'est extrêmement complexe parce que finalement, le process de gain en CO2, il est sur la fabrication, pas sur le vol. Enfin bon, bref, du coup, on perd tout le monde et c'est difficile à adresser. Alors que finalement, quand on va parler du renouvellement de la flotte, on a un ou deux chiffres clés qui sortent, c'est-à-dire on va réduire la pollution de tant de pourcents, on a des avions plus léger, plus dynamique, etc. Et là, on colle avec l'audience qui est en partie composée de personnes qui adorent voir des photos d'avions, adorent avoir de l'information sur des performances d'avions, et finalement, là, on arrive à adresser un enjeu RSE par rapport vraiment au point d'accroche que l'on a avec notre audience. Donc je pense que quand on a des éléments et dont on sait que l'audience peut être friande, il faut aussi savoir comment on le familiarise, comment on le rend vraiment simple et accessible, et quel sujet on va valoriser par rapport à d'autres, tout en parlant de finalement, du grand pilier là, de la décarbonation, par exemple. C'est aussi quelque chose, il faut peut-être adapter en fonction des sujets, en fonction du canal qu'on va utiliser. Tous les réseaux sociaux ne sont pas égaux, on discute de différentes choses. Donc peut-être pour les photos d'avion, Instagram, ce sera peut-être le mieux, ou LinkedIn. Comment est-ce que vous organisez un petit peu, ou comment est-ce que vous recommandez d'organiser l'utilisation de différents canaux en fonction des sujets? C'est vrai que c'est compliqué d'avoir une communication RSE, en tout cas la même si elle est déclinée sur tous les canaux, puisqu'il y a forcément des plateformes qui vont s'y prêter plus que d'autres. C'est vrai que je pense que LinkedIn est la plateforme privilégiée de la communication RSE, déjà parce que c'est une plateforme relativement safe, et donc sur ces sujets qui sont toujours un peu complexes et potentiellement sensibles, les entreprises ont plus tendance à vouloir aller sur LinkedIn. C'est aussi des sujets qui sont, on l'a dit, très importants en termes de marque employeur, donc ça fait sens de communiquer là-dessus sur LinkedIn. Après, pour autant, moi je pense que c'est très intéressant de porter les engagements pas uniquement sur LinkedIn, où on sait qu'on a une communauté qui est
pas forcément la plus jeune. Nous, on a un enjeu aussi d'aller chercher des générations plus jeunes, type Gen Z, etc. Et donc, je pense que des plateformes comme Instagram, mais surtout comme TikTok, permettent aussi de porter ces sujets, et c'est d'ailleurs intéressant de le faire. Par contre, c'est beaucoup plus dangereux, puisque on s'expose beaucoup plus. Les plus jeunes générations sont assez friandes de ce type de sujet et sont assez promptes à soulever certaines questions que les entreprises n'ont pas forcément envie qu'on soulève. Ça veut dire que si on va sur TikTok avec de la communication RSE, il faut que ce soit à la fois simple en termes de compréhension, donc pas de sujet trop technique, du type la décarbonation par exemple, mais il faut aussi que ce soit assez pédagogique pour justement montrer quels sont les engagements de l'entreprise dans la matière. Donc ça fait beaucoup de critères, mais je pense que c'est intéressant de le faire et de ne pas cantonner sa communication RSE à la plateforme la plus évidente. Ouais, simple sans être infantilisant, ce qui est un exercice toujours hyper compliqué. Et je pense que là-dessus, c'est évidemment l'étude des audiences qui va aider, l'étude aussi pas juste des audiences d'une marque, mais aussi des communautés qui peuvent se former sur un réseau social, typiquement sur Instagram, étudier un peu les conversations autour de l'aviation, de l'avion, de la décarbonation, de ces sujets-là, voir quelles sont les pages qui potentiellement pourraient nous épingler. Et donc ça c'est évidemment quelque chose qu'on peut faire avec VisiBrain, vraiment étudier le secteur et peut-être s'inspirer des bonnes pratiques des concurrents et des homologues. Mais ça fait partie des choses, bien préparer le terrain et être prêt aussi à accepter quelques règles aussi sur la manière de communiquer sur certaines plateformes. Ouais, tout à fait. Alors du coup, merci pour la transition. Sur un peu ce risque, comment est-ce qu'on l'anticipe réellement ? Alors, tu parlais d'identifier un peu les top détracteurs par communauté, mais par canal. Mais est-ce qu'il y a d'autres manières que vous recommandez d'utiliser des outils ou quoi que ce soit, par exemple, pour anticiper des risques de communication, benchmark des concurrents, peut-être ? Je pense qu'il faut toujours envisager le pire scénario possible. Comme ça, on n'est forcément pas déçu. Non, plus sérieusement, sur les sujets qui pourraient potentiellement être sensibles, nous, c'est des thématiques qu'on suit tout au long de l'année, et donc pas uniquement quand on veut mettre en place une communication RSE. Pour vous prendre un exemple assez simple, c'est bientôt la journée de la Terre. Si on voulait communiquer sur la journée de la Terre, on sait que les problématiques climat, etc., nous, c'est des choses qu'on suit, et donc on est assez au courant des conversations sur le sujet, que ce soit nous concernant nous, mais aussi concernant nos concurrents ou le secteur de manière générale, ce qui permet en fait, dans un premier temps, de se dire, voilà, on va avoir telle et telle typologie de critique potentielle, et donc on est préparé à y faire face, à y répondre aux besoins, ou peut-être justement à axer la communication sur un angle un peu différent pour pas aller sur ce terrain-là qui va potentiellement être chrysogène. Mais je pense qu'on ne peut pas se lancer dans une communication RSE si on n'a pas bien préparé le terrain avant, que ce soit sur les critiques qui peuvent nous toucher nous, mais aussi celles qui vont toucher l'ensemble de nos concurrents, l'ensemble du secteur, et juste se tenir au courant en fait des actualités et des discussions sur ces types de sujets. Ouais, donc une veille un peu sur le temps long pour être au courant de tout ce qui se passe et pas arriver comme une fleur le jour de la journée de la Terre, quoi. Okay. Non, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il faut bien connaître son environnement, bien connaître aussi les sujets qui sont des sujets force, parfois aussi en fonction des plateformes sur lesquelles on va vouloir aller s'adresser, pour rebondir sur le point précédent, et de bien en effet se dire, aujourd'hui ma marque, au-delà des thématiques RSE, c'est quoi ses points de faiblesse là dans la période actuelle. Pour la même compagnie aérienne que je viens de citer tout à l'heure, peut-être que certains l'ont vu passer, il y a eu Air France a eu aussi droit à son mouvement MeToo, qui a été pas mal relayé dans la presse, et c'est arrivé quelques semaines avant le 8 mars. Donc la question se pose, qu'est-ce qu'on fait le 8 mars ? Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on fait rien. C'est-à-dire que le contexte de ma marque aujourd'hui en tant que tel, vu les sujets connexes qui sont rattachés, me permettent pas de prendre la parole, bien que je puisse avoir peut-être énormément d'initiatives à valoriser. Là, de toute façon, je ne serai pas audible, c'est certain. Donc il faut bien connaître l'environnement, bien connaître les discussions sur le sujet, mais aussi bien connaître toutes les failles que sa marque peut avoir dans ce moment de communication, pour encore une fois anticiper tous les angles sur lesquels on va pouvoir recevoir des critiques ou autres. Oui, donc en plus c'est super intéressant parce que ça montre que la communication RSE, elle peut pas fonctionner toute seule
Et ça fait partie de l'image de la marque et qu'on ne peut pas juste prendre des décisions unilatérales d'un côté sans impacter tout le monde. Mais sur les journées internationales, c'était une question que j'avais parce que, alors Clara, tu m'en avais parlé, mais est-ce que c'est toujours aussi intéressant de s'exprimer sur ces journées-là? Est-ce que les entreprises sont obligées de s'exprimer? Sur quoi on les attend? Alors, est-ce que les entreprises sont obligées de s'exprimer? Non, personne n'est obligé. Mais néanmoins, ça reste des marronniers qui existent dans les calendriers de toutes les équipes social media, je pense actuellement. Je pense aussi que c'est intéressant de s'en détacher pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu as parlé du 8 mars, c'est le grand moment de toutes les équipes, diversité et inclusion, etc., des entreprises. Mais ça rend vraiment les conversations aussi assez peu audibles, puisque tout le monde s'exprime sur la même chose, globalement, en même temps. Donc pour émerger, il faut avoir un point de vue vraiment différenciant, ce qui est parfois compliqué, des engagements qui sont très très forts, et ça rejoint ton point, dans ce cas-là, si on n'est pas excellent sur le sujet, est-ce qu'on veut vraiment y aller ? Donc c'est compliqué en fait d'émerger quand on communique sur une journée internationale. Pour autant, c'est quelque chose qui est très inscrit encore pour le moment, et donc la plupart des entreprises continuent à faire. Ça permet aussi d'avoir des temps forts dans l'année. On sait très bien dans les équipes social media que les calendriers éditoriaux sont très chargés, et malheureusement souvent quand des équipes de type environnement, etc., viennent vers nous avec des demandes de communication sur certains sujets, malheureusement, on a du mal à les placer dans le calendrier ou à les mettre en avant. Donc, ça permet aussi de sécuriser certains moments de communication dans l'année. Pour autant, moi, je pense que si une entreprise a des engagements très forts sur un sujet ou un autre, c'est plus intéressant de le pousser de manière régulière tout au long de l'année et de créer vraiment ses propres moments de communication sur le sujet, parce que non seulement ça permettra d'émerger, mais ça montre aussi l'authenticité des engagements. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est un peu, c'est un exercice compliqué. C'est damned if you do et damned if you don't. Et globalement, ouais, les journées mondiales, c'est vraiment devenu un exercice de style sur les réseaux sociaux à la faveur de la montée des hashtags, etc. Parce que finalement, les journées mondiales, c'est aussi, ça a grossi en importance avec Twitter, avec Facebook, etc. Et donc, oui, c'est devenu un marronnier. Et de manière générale, on a souvent tendance à calquer le calendrier édito, et ça c'est un héritage aussi de la structure des organisations. C'est un héritage du fait que les réseaux sociaux sont souvent sous le chapeau de la presse, et donc on va se calquer sur l'agenda médiatique. Et donc, oui, il y a les journées marronniers, et on peut guère y échapper. Peut-être pas se mettre sur tous les marronniers, peut-être pas sur tous les sujets. Il y en a qui vraiment enchaînent le printemps entre la journée de la femme et la journée des océans le 8 juin, et ils en ont 4-5. Donc c'est vrai qu'il y a un peu une inflation des prises de parole. Donc bien choisir les sujets sur lesquels on est à peu près irréprochable, excellent, ou en tout cas où on a des choses à montrer. Et oui, accepter le fait que ça performera peut-être moins bien cette année qu'il y a 10 ans quand vous étiez le premier à le faire, quoi. Et je pense que c'est sur ces jours-là aussi qu'il faut bien anticiper le retour de bâton. Il y a des marques qu'on accompagne qui ont communiqué pour le mois des fiertés, qui avaient des chars au moment de la Pride, et finalement derrière on a vu qu'il y avait des audiences qui leur étaient tombées dessus vraiment en mode on ne veut pas que les entreprises et que les marques reprennent nos combats, etc. Alors que finalement c'est des marques qui toute l'année ont des initiatives en interne sur ces sujets-là. Mais comme elles n'en parlent pas spécialement, on a l'impression que c'est vraiment de l'opportunisme. Et c'est aussi je pense c'est un peu l'échec là de la marque dans la communication, c'est de se dire je suis allé sur le temps fort, j'ai plein d'initiatives à valoriser, finalement j'y vais mais je les mets pas en avant et je passe par quelque chose qui peut passer un peu par pour l'opportunisme pour le coup, et le reste du temps j'en parle pas. Donc comment on anticipe aussi sur ces journées-là les retours de bâton potentiels, les conversations négatives, ce que tu disais, vraiment tout avoir ça en tête quand on va aller sur ces marronniers-là en particulier. Et puis je pense qu'il y a un effet d'entraînement aussi, c'est très très difficile une fois qu'on s'est positionné sur une journée mondiale de ne pas le faire l'année suivante, parce que ça pourrait être compris comme mais finalement vous reculez ou vous revenez en arrière sur vos engagements, ou au contraire c'est laisser aussi la place aux concurrents directs qui eux ne se gêneront pas de le faire. Donc il y a aussi un enjeu stratégique à le faire, mais je suis tout à fait d'accord avec vous deux d'ailleurs, c'est des sujets qu'il faut faire vivre tout au long de l'année pour que quand vient la journée mondiale qui est un peu le temps fort, ça soit le temps fort mais pas le seul temps en fait. Ouais, c'est sûr. Et donc, tu en as un peu parlé aussi, Clara, sur peut-être la personnalisation de la prise de parole.
donc employee advocacy, of course, mais est-ce que le fait de passer par des personnes qui sont directement des experts, etc., enfin, on voit qu'il y a une 76% des consommateurs font davantage confiance à une information relayée par un employé que par la marque elle-même. Ça se vérifie, vous le trouvez chez vos clients ou chez vous-même? Oui, ça se vérifie complètement. Je crois beaucoup à l'incarnation quand on parle de communication RSE, et c'est toujours plus parlant quand c'est une personne physique, réelle, potentiellement médiatique, qui va prendre la parole sur ces sujets-là, que quand c'est une marque qui est au final assez désincarnée et a plus de mal à porter ces messages-là et sera plus facilement critiquée. En ce moment, je pense que pas mal de vous l'ont vu, mais c'est le grand printemps des rapports CSRD de durabilité qui sont assez peu portés au final par les entreprises elles-mêmes, et au vu de la complexité du sujet et des enjeux qu'il y a derrière, je le comprends assez facilement, mais pour autant, les équipes expertes sur ces métiers-là prennent la parole et rentrent justement dans des détails ce qu'une entreprise ne pourrait pas se permettre de faire parce que ce serait trop complexe. Donc en fait, sur ces sujets qui sont complexes, sensibles, c'est toujours plus intéressant d'avoir des leaders ou même des experts métiers dans ces domaines-là qui prennent la parole et portent la communication. Et on s'expose moins aux critiques en faisant ça. Oui, tout à fait. Moi, l'incarnation, c'est quelque chose à laquelle on croit beaucoup. C'est vrai qu'on fait plus confiance à un interlocuteur réel, entre guillemets, qu'à une entreprise qui va être un peu désincarnée. C'est aussi des experts qui vont porter les sujets tout au long de l'année, donc on va leur prêter une crédibilité bien plus importante, et qui ont aussi une audience qui est naturellement un peu plus qualifiée de par leur réseau et puis les sujets qu'ils abordent. Donc forcément, le message sera non seulement mieux accueilli, mais les questions qui vont en découler seront sûrement plus pertinentes aussi. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on les accompagne, ces personnes-là, ces ambassadeurs, pour les former, leur expliquer comment prendre la parole, comment gérer des commentaires négatifs. C'est souvent une vraie inquiétude quand on essaie de mettre en place des programmes d'ambassadorat. Et puis se dire comment est-ce qu'on met en valeur leurs paroles aussi sur la page principale, parce qu'on a besoin que ces gens-là ils soient visibles et que leur discours soit bien visible aussi. Et je pense que pour l'incarnation, il y a les personnes qui incarnent au sein des entreprises. Mais finalement, la visibilité aujourd'hui d'une entreprise ou d'une marque, elle est plurielle. On a différents touchpoints, on a son propre own, ses prises de parole, ses incarnants en interne, mais on peut aussi passer par des créateurs de contenu. En fait, instaurer un tiers de confiance, qui soit interne à l'entreprise ou externe, des gens dont on sait qu'ils peuvent porter aussi des valeurs qui sont semblables à celles que l'on veut partager et mettre en avant, dont on sait qu'ils vont avoir des audiences qui vont être réceptives à ce type de message et qu'on va pouvoir embarquer avec nous pour pouvoir montrer ce que l'entreprise fait. Nous, c'est un travail qu'on fait beaucoup à l'agence, pour ODF par exemple, sur des sujets de féminisation, où on embarque des créateurs et des créatrices de contenu en interne pour aller montrer vraiment l'envers du décor de la place des femmes dans l'entreprise. Donc je pense qu'il faut instaurer le tiers de confiance parce qu'en effet, ils ont des audiences plus réceptives et qu'ils soient après internes ou externes à l'entreprise, ça c'est à voir, vraiment en fonction aussi du type d'entreprise et des personnalités qu'on a aussi en interne et des sujets qu'on veut porter. Mais je pense que oui, ce tiers de confiance-là, c'est important dans la communication de manière générale, mais dans la communication RSE encore plus peut-être. Et comment est-ce qu'on peut les sélectionner? Parce que les personnes, du coup, sont propriétaires de ce qu'elles disent. Et ils ont tous une vie sociale avant d'être sélectionnés un peu pour porter des messages. Comment est-ce que vous privilégiez? C'est quoi les critères un peu pour incarner les marques? C'est compliqué parce que souvent des gens qu'on connaît en interne ou qu'on identifierait comme des potentiels ambassadeurs, en fait, sont des gens qui, alors, soit n'ont pas envie de le faire, et donc dans ce cas-là, honnêtement, déjà on ne veut pas les forcer, et puis ce serait contre-productif puisqu'il faut vraiment que ce soit une démarche aussi de leur part et qu'ils aient envie de porter d'une manière la voix de l'entreprise. Donc des fois on a de très bons profils mais qui n'ont pas d'appétence particulière pour les réseaux sociaux ou qui ne se sentent pas de le faire. Et à l'inverse, il y a des gens qu'on n'avait pas forcément envisagés dans un premier temps qui se sont déjà lancés sur LinkedIn et le font vraiment de leur côté, et au final ça marche très bien parce qu'ils ont une audience, une communauté très réceptive. Donc ces gens-là, c'est important de les valoriser, de les onboarder et de les accompagner
pour que justement on arrive de plus en plus à faire passer les messages à travers eux et à travers leur posts. Mais je pense que c'est vraiment important que ce soit des gens qui sont ultra volontaires, ultra motivés, parce que oui, c'est du temps en plus de leur métier, et donc forcément il faut que ça parte d'une démarche personnelle. Pour les influenceurs, je pense qu'il y a un bon gros travail de screening, notamment sur ces sujets-là. Il y a un travail de screening, évidemment, pour vérifier s'ils ont déjà parlé de l'entreprise en bien, en mal, si les sujets, même de manière générale, hein, la réputation de cet influenceur-là, est-ce que bonne, mauvaise, est-ce qu'il a eu des prises de position parfois discutables dans le passé, et puis on n'est jamais à l'abri de la prochaine polémique, hein. Plus il fera de partenariat avec une marque, ou une entreprise, plus on sera susceptible du backlash et que ça puisse nous rebondir dessus. Et puis en interne aussi, il y a de la culturation à faire sur le recours aux influenceurs, justement parce que faut accepter d'être un peu dépossédé de son discours quelque part, ou en tout cas qu'il soit remélangé, ou en tout cas adapté au code des réseaux sociaux et à la ligne éditoriale de l'influenceur. Et donc ça, c'est beaucoup de pédagogie à faire en interne auprès des clients, auprès des décideurs. Et plus aussi sur une question côté international, est-ce que vous identifiez que un ambassadeur peut fonctionner sur plusieurs marchés, ou est-ce que à ce moment-là vous recommandez de diversifier les prises de parole, notamment côté influenceur ou des choses comme ceci? Je pense que ça va dépendre vraiment de la manière dont l'entreprise est structurée, des personnes qui incarnent. Quand on est dans un groupe, on va avoir des personnes en exec qui ont eux aussi un rôle sur l'international. Utiliser ces personnes-là sur ces volets-là, ça peut être intéressant, mais après, je pense qu'il y a aussi peut-être des spécificités culturelles par marché qui sont importantes à prendre en compte quand on va communiquer de manière générale, mais aussi quand on va communiquer sur la RSE. Donc appliquer le même message dans chaque marché, c'est peut-être pas forcément la bonne idée non plus. Avoir des incarnants différents, ça peut aussi permettre de mieux jouer avec les audiences, de mieux valoriser l'audience de la personne sur laquelle on va s'appuyer. Donc je pense que ça dépend vraiment des groupes. Je pense qu'on peut avoir dans une entreprise 2 ou 3 personnes qui ont ce caractère à pouvoir être à l'international sans problème, et après certainement plus passer par marché pour pouvoir s'adapter au mieux aux audiences que l'on souhaite cibler dans le discours aussi. Non, je suis d'accord. Nous, on a quelques ambassadeurs internes donc onboardés dans un programme spécifique de leader advocacy qui rayonnent de manière globale de par leur personnalité ou de par leur poste. Mais c'est vrai qu'après, pour le reste, il faut s'adapter au marché et aux spécificités. Nous, LVMH, c'est vraiment un groupe global présent sur tous les marchés. Donc, on fait de l'influence, mais par contre, ça va vraiment être adapté par marché. En ce moment, on fait une opération influence en Italie, donc évidemment, ce sera des influenceurs italiens. Au Japon, forcément des influenceurs japonais, et c'est quasiment impossible d'avoir un ambassadeur global qui va parler à tous, notamment du fait des spécificités culturelles des pays. Par exemple, l'influence en Chine, c'est vraiment un autre monde, et donc forcément, ça a des particularités qu'il faut appréhender et qui nécessitent d'adapter l'ensemble du dispositif. Et là, avec l'actualité, on va dire, américaine, est-ce que vous pouvez voir, enfin, vous avez déjà remarqué un peu des différences ou des évolutions sur les prises de parole, du coup, globales, mais aussi aux États-Unis, avec, du coup, les différentes évolutions des programmes d'EI, par exemple, dans les entreprises? On les observe, on les a observés dès le mois de janvier. C'est vrai qu'on peut voir déjà des entreprises qui prennent la parole et qui vont annoncer le rollback de certaines initiatives d'EI. Donc c'est vrai que c'est un moment un peu charnière pour les entreprises. Celle qui, et je pense notamment à Costco, qui, elle, a vraiment insisté sur le fait qu'elle maintenait toutes ses politiques de diversité et qui a eu... en conséquence une opération alors c'est pas du boycott, c'est du boycott, et donc pas mal de clients se sont pointés chez Costco pour faire leurs courses chez Costco et soutenir économiquement l'entreprise pour la remercier de maintenir ces choses-là. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu. Les discours se polarisent, c'est un peu une palissade de dire ça, mais les discours se polarisent quand même encore beaucoup sur les réseaux sociaux, et donc aujourd'hui c'est un peu... oui, il y a une prudence à prendre la parole sur ces sujets-là, parce que soit on n'en fait pas assez ou on en fait trop. Et
c'est vrai qu'avoir le courage de peut-être sortir et dire non, on va maintenir nos engagements, c'est une décision qui dépasse la communication, bien entendu, et qui peut-être mérite d'être incarnée non pas par la page, mais par le dirigeant lui-même. Ça, c'est aussi, on parlait d'incarnation et d'ambassadeur, mais ça va jusqu'en haut de l'entreprise, évidemment. Et c'est peut-être là que la parole du dirigeant, elle est extrêmement importante, parce qu'elle va donner une direction et une impulsion à toute l'animation des pages. Mais oui, c'est vrai qu'on voit qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont pris le pli assez rapidement de supprimer ou de faire évoluer leur programme DEI. Donc, il y en a beaucoup. Mais en effet, il y a pas mal d'entreprises qui résistent, entre guillemets. Donc, par exemple, McKinsey ou même chez Apple, où les actionnaires eux-mêmes ont voté du coup, le maintien du programme. Donc, on peut voir qu'il y a quelques réussites aussi. Enfin, réussite en tout cas, résistance là-dessus. Après, il y a aussi des entreprises, et je pense que ça constitue la majeure partie des entreprises qui sont assez frileuses à aller sur ces sujets en ce moment, et c'est normal et c'est compréhensible. Peut-être qu'on est aussi dans une ère où on va communiquer moins, et ça ne veut pas dire qu'on en fera moins. Je pense que pendant très longtemps, on a attendu des entreprises qu'elles se positionnent sur tout. On se rappelle des prises de position sur le port d'armes, par exemple, aux États-Unis, où toutes les entreprises avaient quelque chose à dire. En fait, ça pose la question plus large de qu'est-ce qu'on attend d'une entreprise, et est-ce qu'on attend d'une entreprise qu'elle se positionne absolument sur tout ou non. Ça ne voudra pas dire qu'en termes de D&I, les entreprises vont arrêter en interne d'avoir des programmes, de mettre en place des choses. Ça veut peut-être juste dire qu'on va arrêter de mettre en avant tout ce qu'on fait, et peut-être qu'on va avoir une communication corporate un peu repensée. Ouais, je pense que la question de la redevabilité, c'est à qui est-on redevable, oui, il y a vos audiences ou les audiences de manière générale sur les réseaux sociaux, mais avant tout, c'est à l'entreprise et aux investisseurs aussi. Et donc, c'est ça sûrement qui va aiguiller les changements et les choix que seront faits par les entreprises dans les prochains mois. Oui, et peut-être que en fait, tous les éléments ne sont pas forcément bons à communiquer, et qu'en fait, si ta principale audience, ou en tout cas ton audience cible, c'est plutôt tes employés, est-ce que les réseaux sociaux sont la meilleure manière de passer ? Pas forcément. Il y a peut-être des initiatives en interne qui sont beaucoup plus sereines et faciles à mettre en place aussi, et qui ont beaucoup plus de sens dans l'objectif qu'on veut atteindre. Mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que les entreprises ont pris, parce qu'on les a aussi mises au centre du jeu, ont pris une dimension beaucoup plus sociétale, et ça a de très bons effets, parce que c'est aussi des acteurs économiques d'importance qui peuvent faire bouger un peu les lignes et contribuer à faire bouger la législation. Donc c'est important qu'elles fassent partie du débat. Mais c'est vrai que l'effet pervers, c'est qu'on est tombé dans le virtue signaling, c'est-à-dire je vais poster pour la journée des droits des femmes, histoire de dire que je l'ai fait, et regardez comme je suis vertueux. Alors que derrière, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est vrai que c'est le vrai paradoxe. Tous les ans, il y a des baromètres qui sortent en disant que les Français, pour le cas de la France, attendent des entreprises des fois plus qu'on peut attendre des pouvoirs publics ou des choses comme ça. Et dans le même temps, quand elles s'engagent derrière, soit elles en font en effet trop, soit pas assez. Donc c'est toujours paradoxal, et il faut toujours savoir doser. Et je pense qu'en effet, peut-être que le simple dosage, c'est continuer de faire les initiatives en interne, juste peut-être de les valoriser un peu moins, et d'accepter peut-être qu'on va avoir des critiques sur vous en parlez peut-être un peu moins, oui, mais ça ne nous empêche peut-être pas de continuer de mettre des choses en place quand même. Oui, passer en offline par exemple aussi. Mais du coup, on en revient aussi à notre sujet sur les journées internationales. Est-ce que c'est toujours intéressant d'y communiquer ou pas ? Mais du coup, c'est intéressant parce qu'en plus en Europe, on prend le pli inverse avec du coup les implications de l'évolution de la CSRD, l'élargissement du nombre d'entreprises qui doivent s'y mettre. On voit apparaître de plus en plus aussi un système de labels qui permet aux entreprises du coup d'afficher un engagement sans devoir forcément y communiquer tout le temps. On pense un des plus connus, c'est le label B Corp, je pense notamment d'un point de vue consommateur, et qu'on voit qu'il y a plein d'entreprises qui, en adoptant ce label B Corp, voient également un nombre de fidélisations qui augmente, etc., chez leurs consommateurs. C'est pas le seul label qui existe, bien sûr. Du coup, ça, par rapport à ça, vous en pensez quoi ? Est-ce que toute entreprise a besoin d'un label aujourd'hui, par exemple en Europe ? J'ai pas forcément beaucoup d'avis sur les labels, mais je pense qu'effectivement, c'est quand même
un marqueur de confiance pour le consommateur, et c'est marrant de voir, parce que je suis pas sûre, c'est comme les labels qu'il y a sur les produits qu'on consomme, les produits alimentaires, tout le monde ne sait pas ce qu'il y a derrière, et le Bicorp, c'est marrant parce qu'il est carrément mis en vitrine de certaines boutiques, et je suis pas sûre je pense que le consommateur l'associe à un côté environnemental, mais pas forcément sans savoir ce que ça recouvre exactement. C'est quand même c'est une forme de reconnaissance, et donc ça peut instaurer de la confiance. Ensuite, on n'est pas à l'abri que dans 6 mois, il y ait un dossier explosif du Guardian qui nous explique qu'en fait le Bicorp c'est complètement corrompu, et ça va falloir le surveiller, tout comme la compensation carbone. On est un peu arrivé à bout de souffle. Il y a eu des gros articles et des grosses enquêtes qui sont sortis là-dessus et qui remettent complètement en cause ce modèle-là dans les stratégies RSE. Donc c'est bien, hein, mais c'est vrai que ça fait pas tout. Mais c'est une forme de communication, donc c'est toujours sûrement mieux de l'avoir, oui. Pareil, j'ai pas forcément tant d'avis sur le fait d'avoir ou non un label, mais par contre de savoir ce qu'on va en faire quand on va vouloir le valoriser auprès du grand public, c'est que ça va parler à certaines audiences, et en effet c'est un gage de confiance qu'on va pouvoir mettre en avant et sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Néanmoins, après il y a toujours ce truc de se dire à quel point on le met en avant, est-ce que vraiment tout le monde est réceptif à ça, est-ce que c'est assez connu, est-ce que d'un point de vue grand public, pour des gens qui cherchent juste des renseignements sur une marque, est-ce que le label va parler, c'est toujours des éléments qui sont compliqués. Je trouve à traduire, d'un point de vue social media tout du moins, faire un post Insta ou un post sur X ou n'importe quelle autre plateforme, peut-être à part LinkedIn, où on va dire la marque est certifiée de tel label depuis telle date. Finalement, à part pour l'écosystème qui gravite vraiment autour du sujet et autres, mais si on veut vraiment faire de la pédagogie sur les initiatives qu'on a auprès d'un beaucoup plus large public, je pense que le label n'est pas, d'un point de vue communication, l'objet le plus simple à exploiter. Et peut-être dernière question, parce qu'on a presque plus de temps. Comment on peut vraiment maximiser aujourd'hui l'utilisation des réseaux sociaux pour partager les démarches RSE ? Donc Clara, toi tu disais de toute façon il faut diversifier par canal, on ne peut pas avoir une seule et même communication. Aujourd'hui, donc LinkedIn, on a vu que c'était un réseau clé. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pour vous émergent de plus en plus sur lesquels on peut communiquer et être safe, on va dire un petit peu ? Je pense que LinkedIn, oui, ça reste la place forte. Après, LinkedIn est aussi en train de faire un peu sa mue, où on se rend compte que la plateforme devient un peu plus lifestyle qu'elle ne l'était il y a quelques années. On se rend compte qu'elle aussi, elle va sur du format vidéo vertical, donc on tend à avoir de nouveaux formats, de nouvelles mécaniques qui vont sur la plateforme. Et on tend à voir apparaître sur LinkedIn des vidéos qu'on voit soit en Reels sur Insta, soit des TikTok. Donc finalement, il y a quand même une porosité entre les plateformes qui est en train de se jouer, et LinkedIn n'échappe pas à ça. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, une plateforme comme TikTok, on en parlait un petit peu tout à l'heure, peut être une plateforme sur laquelle on va aller mettre en avant de la RSE, parce qu'on peut peut-être jouer sur des mécaniques plus simples, aller toucher une autre audience. Et pour beaucoup de marques, pas toutes, mais pour beaucoup, même si on peut s'exposer sur ce type de plateforme, c'est des plateformes sur lesquelles il y a encore un côté brand love qu'il n'y a peut-être pas sur beaucoup d'autres plateformes, justement. Donc comment on peut battre le fer tant qu'il est chaud, comment on peut utiliser cette plateforme-là pour aller toucher à la fois une audience plus jeune, profiter du fait que d'un point de vue réputationnel, on n'est peut-être pas encore trop touché et que les communautés qui sont là n'ont pas encore trop de griefs contre nous pour pouvoir faire passer ces messages. Et je pense qu'il faut aussi prendre en compte les spécificités locales, même en termes de communication RSE. Je prends l'exemple de la Chine. C'est une audience qui attend beaucoup justement sur de la communication RSE et qui est très en attente de voir l'engagement des marques sur le sujet. Donc en fait, on peut tout à fait mettre en place des communications sur les réseaux sociaux chinois, par exemple sur WeChat, et parler de ces sujets-là juste de manière ultra locale, ultra ciblée, par exemple en mettant en avant des initiatives RSE locales. Ça marche très bien. Ouais, effectivement, je pense qu'on a tout à gagner à diversifier un peu les canaux, diversifier aussi les émetteurs, hein, on l'a dit beaucoup. Les réseaux sociaux nous offrent un terrain de jeu assez formidable et très très large, très vaste, sur lequel on peut s'appuyer pour communiquer toute l'année. La vraie question aussi, c'est peut-être se dire, est-ce que la communication RSE va rester une communication à part encore des années, ou est-ce qu'à terme, on va réussir à faire ce qu'ont fait les marques qui ont maintenant 15-20 ans et qui ont mis la RSE au cœur de leur identité dès le départ, et à quel point on peut se dire qu'on va opérer ce shift-là pour qu'il y ait un élément qui n'est pas une journée de la communication RSE, mais plutôt de la RSE un peu dans toute nos communications. Trop bien, merci beaucoup. Anthony, on te laisse le mot de la fin. Ouais, c'est ce qui a été signé contractuellement. Je pense qu'en fait, dans tout ce qu'on se dit, c'est qu'on se rend compte que je rejoins vraiment Caroline sur le dernier point de se dire quand est-ce qu'on va faire de la RSE une communication qui n'est pas à part.
Je pense que ça serait un peu la grande tendance pour 2025 justement, c'est de faire de la RSE une communication comme une autre. J'ai perdu mon ticket de vestiaire, merci beaucoup. Et de se dire qu'en fait tout ce qu'on s'est dit, c'est prendre en compte les audiences auxquelles on va parler, s'adapter à ces audiences-là, qu'elles soient sur notre marché en France, mais aussi sur les autres marchés, s'adapter aussi avec les parties prenantes que l'on va mettre en avant, et de se dire qu'il n'y a peut-être pas un sujet plus qu'un autre qui doit être valorisé dans la RSE. On met souvent en avant les sujets environnementaux, mais finalement tous les sujets de diversité, d'inclusion, d'engagement aussi des fois des marques sur leur secteur, avec des certifications, des choses très spécifiques. Encore une fois, on en revient avec le fait que la RSE soit technique et complexe. Néanmoins, on peut trouver plein d'angles peut-être en s'adaptant à ces audiences pour pouvoir faire passer ces messages-là tout le temps et pas juste le 8 mars ou sur une autre journée. Super, merci beaucoup. Et du coup, est-ce que vous avez... Merci beaucoup. C'était super intéressant. Je pense qu'on peut déjà les applaudir. Et alors, bien utiliser VisiBrain pour veiller le secteur. Je pense que c'était une excellente conclusion, Caroline. Bravo. Je pense qu'on a vraiment plus beaucoup de temps pour des questions. Alors j'imagine forcément que vous avez énormément de questions. On va prendre quand même quelques questions si vous en avez. Non, je peux y aller. Nous, ça va être très simple à ma réponse. Nous, c'est de ne pas réagir. Voilà. Et j'ai la même en fait. Quand on a eu les accusations sur le mois de juin, on a analysé ce qui se disait, on a essayé de bien mapper les communautés, comprendre, pour peut-être pas refaire les mêmes erreurs l'année d'après. Néanmoins, il n'y a pas eu de prise de parole ou d'action de la part de la marque concernée sur le sujet. Une autre question ? Alors, Alan Coursin de l'agence Edelman DXI. J'ai une petite question sur l'avenir RSE, en communication en tout cas. On l'a bien vu dans le passé, c'était assez poussé par des populations plutôt jeunes qui étaient en demande de transparence et de plus d'honnêteté de la part des entreprises. Toujours dans cette dynamique-là, on voit aujourd'hui qu'il y a un changement purement consommateur, par exemple dans le monde du luxe, où la fourrure devient maintenant quasiment acceptable à nouveau. On voit dans la vie de tous les jours de plus en plus de fourrure. Aujourd'hui, quand on est une marque de luxe ou pas, est-ce qu'on revient par rapport aux tendances du marché sur nos engagements, ou est-ce qu'on considère que ce qui a été dit est gravé dans le marbre et voilà. Je pense que sur la question de la fourrure, c'est un vrai engagement derrière pour les marques ou les groupes qui ont annoncé l'arrêt de la fourrure. Il n'y aura pas de retour en arrière. Par contre, je te rejoins sur le fait qu'effectivement, quand tu regardes les podiums des derniers défilés, tu as de la fourrure partout. Alors, est-ce que c'est de la vraie, est-ce que c'est de la fausse ? Chacune des maisons a sa réponse. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière. Pour autant, effectivement, tu as une différence entre ce que tu peux voir et ce qui a été dit il y a quelques années. Pour autant, et je te donne l'exemple chez LVMH, tu as des maisons comme Fendi qui n'ont jamais arrêté la fourrure parce que ça fait partie de l'ADN de la maison et on sait très bien que c'est pas d'actualité. Et pour autant, tu as d'autres maisons qui l'ont pas forcément déclaré mais qui n'utilisent pas de fourrure et c'est très bien. Et en fait, on est dans cet état-là. Maintenant, tu as de plus en plus aussi d'opportunités de création autour de la fausse fourrure. Ça se développe énormément. Toutes les maisons font des recherches sur le sujet. Donc, est-ce que c'est une solution ? Mais en tout cas, moi, je suis persuadée qu'il n'y a pas de retour en arrière, qu'une fois que tu as annoncé l'arrêt de la fourrure, tu ne peux pas revenir en disant « Ah bah finalement, on va en réutiliser ». Moi, je suis assez d'accord là-dessus. Je pense que... Il n'y a pas de retour en arrière, mais il y a peut-être des moments de stagnation, des moments de mou. Je pense qu'on a vécu une époque, une période d'explosion des engagements RSE, on va dire 2017, 2020, 2021. Crise économique, on arrête un peu tout. Mais en tout cas, il y a eu cette période des entreprises à mission, tout le monde est sorti là-dessus, les journées mondiales qui se sont installées, qui sont devenues attendues et qui finalement ont été beaucoup adoptées dans l'opinion publique, dans les sociétés. Donc, et c'est une très très bonne chose. Aujourd'hui, on assiste peut-être à un espèce de ralentissement sur les engagements. Donc oui, on constate d'une certaine manière, mais
Je pense que ça ne veut pas dire que tout va s'arrêter. Et puis je pense qu'on vit une époque qui est extrêmement paradoxale aussi, due à la situation économique. C'est qu'on a des consommateurs, et notamment assez jeunes, qui vont dire moi je veux une marque engagée, etc. En revanche, la marque de fast fashion préférée des jeunes français, bah, c'est Shein. Donc voilà, il y a toujours ce paradoxe-là entre ce que je dis et ce que je finis par acheter. Et donc il faut naviguer un peu tout ça et accepter de naviguer avec des publics qui ne sont pas toujours très cohérents dans ce qu'ils font et leurs agissements. Ouais, dernièrement, on a fait une analyse sur une cible de Français et en fait, on s'est rendu compte que l'attente des Français envers les marques d'être éco-friendly ou socialement responsables, en fait, elle s'érode avec les tranches d'âge les plus jeunes et que finalement, c'est plus les 45 et plus qui vont avoir ces attentes et que finalement, les 16-24, ça perd un peu en puissance. Donc, en effet, tout ce paradoxe est très présent et je pense que pour les marques, il faut savoir jongler avec aussi, même si c'est pas toujours évident. Mais c'est comme le réflexe recyclage, en fait. Quand tu es dans une génération qui a vu l'arrivée de la poubelle jaune dans la ville et qui a pris le réflexe, mais non, mais c'est vrai, dans ton quartier et a pris le réflexe de tri, bah, tu le prends moins pour acquis que quand tu es né avec. Et finalement, comme pour Internet, comme pour les réseaux sociaux, il y a moins de culture numérique chez les plus jeunes parce qu'ils n'ont pas dû débugger l'ordinateur parental. Et donc, il y a moins de conscience de comment ça fonctionne et ce qu'il y a derrière. Et c'est peut-être ça aussi, le rôle des entreprises et dans la communication RSE aussi, de refaire cette pédagogie de pas juste nos engagements, mais pourquoi on le fait en fait. Et il y a un vrai truc à faire là-dessus pour réacculturer peut-être les plus jeunes parce que nous on pense que c'est acquis et en fait non, il faut toujours réapprendre les bases de génération en génération. Bon, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est un sujet passionnant, qu'on pourrait en parler toute la journée. Malheureusement, nous, on est pris par le temps, donc c'était la dernière question. Je vous propose déjà de les applaudir encore une fois. Merci à vous.